podcast! Bac, 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 bac. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui seulement deux, donc Mickaël et moi, Fabien. Pas d'invité particulier ce coup-ci. On voulait traiter un sujet euh, qui nous est propre, que je vais vous énumérer dans pas long, mais je voulais juste faire un petit coucou à Mickaël. Comment ça va pour toi ce matin? Ça va super bien, puis tu sais, on n'a pas d'invité aujourd'hui, mais c'est parce qu'on est capable tout seul. Comme des grands. On va essayer du moins. Ouais, 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 Euh, ça devrait être bon. au pire, c'est pas grave, ça sera raté. Aujourd'hui, donc, on a un sujet assez atypique. Voyez-le pas nécessairement rattaché à l'agilité, lean ou n'importe quelle pratique qu'on peut traiter plus habituellement chez les poulets, mais ça reste un sujet d'actualité qui touche tout le monde. Et là, on va parler de consultation. Donc, la situation entre des consultants, quand on est consultant, versus quand on est employé permanent. Donc, on va essayer de traiter un petit peu différents aspects du sujet. Souvent, il y a des points qu'on va énumérer que quand on est consultant, on doit avoir une certaine attitude. Ils sont aussi souvent vrais, je pense, quand on est permanent, hein. Ça n'empêche pas qu'on reste dans un milieu professionnel. Et puis aussi, paradoxal que ça puisse paraître, on parle de poulet aujourd'hui, mais on reste quand même des professionnels avant tout. Donc, pour partir le débat un petit peu, puis le sujet, donc pour se réchauffer, je voulais te lancer une première question, Mike. Donc, être consultant versus être employé permanent, est-ce vraiment considéré la même chose au sein d'une organisation? Et là, ça commence fort comme question philosophique. Euh, Est-ce vraiment considérer la même chose? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se ressemblent, mais il y a aussi plusieurs différences. Notamment, je dirais, avec la crédibilité peut-être au niveau des équipes elles-mêmes. Parce que ça fait longtemps que des compagnies engagent des consultants pour venir les aider sur toutes sortes de choses, que ce soit des consultants développeurs, des consultants analystes d'affaires, peu importe le rôle. Ça fait longtemps que des compagnies engagent des consultants parce qu'on sait, hein, côté salaire et côté coût pour une compagnie, un consultant, ça charge plus de l'heure, mais tu n'as pas à lui payer des bénéfices, puis tu lui dois rien en termes de longévité dans la compagnie aussi. Fait qu'il y a plusieurs compagnies qui optent pour y aller avec des consultants dans plusieurs rôles parce que ça revient simplement moins cher pour eux. Après ça, c'est ça. Dans les équipes, en tant que Scrum Master, si on prend ce rôle-là, parce que c'est ça qu'on fait tous les deux, Scrum Master dans une équipe, ben si les équipes, c'est tous des employés permanents, puis que toi, tu es le seul outsider, il y a comme un petit peu de... C'est peut-être plus difficile au début d'être crédible avec l'équipe, parce qu'ils vont se dire, t'es pas dans la compagnie, en quoi toi, tu vas venir nous aider dans notre mission? Toi, t'as-tu des choses qui ressemblent à ça? Parce que t'es en consultation, toi aussi, hein? Ouais, tout à fait. Puis en fait, c'est un sujet que je trouve intéressant parce que on le sait, nous on est au Québec, c'est peut-être pas la même réalité pour nos auditeurs francophones de l'autre côté de l'océan. Mais on est en ce moment dans une crise un petit peu où il y a trop d'offres d'emploi par rapport au nombre de personnes qui sont disponibles sur le marché. Donc, qui dit ça dit souvent que les compagnies vont faire appel donc à des consultants dans le marché actuel dans lequel on évolue. Et ça va être un sujet, je pense, qui va être vrai, du moins pour l'année en cours, puis peut-être les quelques années à venir encore. Donc, effectivement, il y a plusieurs scénarios et je trouve que c'est intéressant les premières approches que tu amènes, à savoir être seul consultant au sein d'une équipe. Ça amène de différents aspects en fait. Euh, Quand on est tout seul, effectivement, il y a toujours, et puis ça va être vrai, peu importe en fait, même si on est en groupe aussi, mais cet aspect de dualité, ce sentiment d'appartenance qui pourrait se développer selon les cultures des entreprises. C'est souvent propre à la culture de l'entreprise aussi, si on est accueillant, bienveillant envers tout un chacun. Mais dans certains cas, il y a des formes de dualité qui peuvent se créer pour dire, ben, nous, on appartient à une entreprise A et cette personne-là est consultante, donc soit à son compte ou provenant d'une autre entreprise. Et quelque part, il y a une forme de différence qui se crée.
Et on le sait que les êtres humains se rattachent souvent en communauté, justement par la proximité et bah, simplement les intérêts communs, etc. Donc, effectivement, je pense que comme dans tout groupe, que ce soit vous êtes nouveau dans un groupe d'amis, on vous invite à une soirée et puis vous connaissez personne, ou à un mariage, vous connaissez personne, que ce soit vous soyez nouveau dans une équipe de sport, que vous soyez nouveau dans un groupe de musique, il faut faire sa place, tout en ne cassant pas peut-être les codes et qui existent, du moins peut-être en essayant de ne pas les casser dès le début. Et effectivement, quand on arrive tout seul, bah, c'est plutôt à nous de faire notre place plutôt que l'inverse. Donc l'approche est assez importante, et il faut faire preuve de recul et d'analyse souvent quand on arrive dans un nouveau contexte, quel qu'il soit. Mais encore plus quand on est consultant, parce qu'on a cette étiquette d'externe, si on veut, et faire attention où est-ce qu'on met les pieds. Je veux dire, quand on rentre chez quelqu'un, il y a chacun a ses propres règles. Il y en a qui sont confortables avec le fait que tu marches avec tes souliers chez eux. Il y en a qui veulent même pas que tu rentres avec. Donc, faut essayer de comprendre ce contexte-là et pas rentrer directement avec ses souliers sales et marcher partout dans le salon. Non, ça m'écoeure, ça, quand quelqu'un rentre avec ses souliers dégueux chez nous. Fait que je te comprends là-dessus. C'est drôle que tu as fait un lien de musique parce que, tu sais, moi, tu sais que les liens de musique, c'est ma force. Puis ça me rappelle vraiment l'analogie qu'on pourrait faire avec un groupe qui a un musicien de blessé, puis sont en tournée. Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver pour remplir le rôle, tu sais, pour que la tournée se continue. Parce qu'un groupe qui fonctionne bien, c'est une business, c'est un produit comme n'importe quoi qu'on peut faire dans des équipes de développement. Puis c'est vraiment bizarre dans ma tête. Je l'ai jamais vécu arriver à remplir un rôle de remplaçant dans un groupe de musique, mais c'est clair que t'es pas là pour rester, là. T'es là pour Mhm. remplir un trou. Puis dans un groupe de musique, c'est encore plus vrai. Ça va durer vraiment une courte période, là. C'est rare qu'il y ait un membre qui va se blesser pour 4 ans, là, tu sais. Fait que tu vas vraiment être là pour, je sais pas moi, peu importe le nombre de spectacles que tu vas remplir. Mais tu sais que tu es là pour jouer les chansons, puis que personne va te connaître dans la foule, ils sont juste contents d'entendre le groupe. C'est pas toi qui vas signer le plus d'autographes à la fin non plus, puis tu ramèneras probablement pas de groupies chez vous non plus. Fait que c'est la fin de l'analogie avec un groupe de musique, mais ça serait pareil dans le sport. Je pense qu'au foot, il y a ça, des joueurs prêtés à un club pour une partie de Mhm. l'année ou pour l'année au complet. Puis ça doit être un peu le même genre de feeling qu'ils ont, ces joueurs-là. Ils arrivent dans une famille formée, puis il faut que, OK, c'est quoi leur système de jeu? Oh, cet entraîneur-là, je le connais pas. Ils ont l'air vraiment. Puis moi, on dirait qu'il faut que je fasse plus mes preuves en tant que joueur prêté qu'un joueur qui est permanent dans l'équipe, si on veut. Fait que je pense qu'on peut faire ces liens-là aussi avec le feeling qu'on a en tant que consultant, comme Scrum Master, comme nous autres, dans des équipes. Au début, quand on arrive, on est vraiment en mode observation. Puis c'est ça la posture à prendre, je pense, quand tu viens d'arriver. Même quand tu es permanent comme employé, Mhm. quand tu viens d'arriver avec une équipe, il faut vraiment t'observer un peu c'est quoi qui se passe, c'est quoi les mœurs, ça a l'air de quoi un mois dans cette équipe-là. Puis après ça, tranquillement, pas vite, t'amènes ta couleur aussi là-dedans pour. Pas vrai que tu été engagé juste pour observer, là, tu sais. Peu importe c'est quoi ton rôle, ça fait cher payer l'observation. Mais en tant que tel, il y a vraiment de quoi par rapport à la crédibilité à se bâtir en tant que consultant. C'est ça les sous-points qu'on avait notés pour les sujets à discuter sur consultant versus permanent. Puis là, on arrive à jaser, tu sais, des situations où ce que le consultant serait plus crédible que le permanent. Est-ce que tu as quelques exemples que tu aimerais parler? Ouais, en fait, c'est assez drôle parce que au moment où on enregistre ce podcast, pas plus tard qu'hier, il y avait une vidéo qui était sortie sur Scrum Life où ils parlaient eux plus des entretiens d'embauche en fait. Donc c'est pas exactement le même sujet, malgré que c'est important, c'est intéressant aussi de voir la différence qu'on pourrait avoir au niveau de l'embauche quand on est en recherche un permanent versus un consultant. C'est pas forcément le terrain qu'on va emprunter ce matin, mais il n'empêche qu'ils ont traité, ils ont effleuré le sujet. Et eux, dans leur posture à eux, on parle de consultants d'expérience en France ici,
ils amenaient un point que je trouvais intéressant où eux, ils estimaient que bien souvent, quand ils arrivent sur une mission, ben ils ont plus de crédibilité à l'inverse qu'une personne qui vient de l'externe et qui doit faire sa place. Et là, ça amène une autre perspective, c'est vraiment le contexte. Et c'est là où le leadership a l'importance, mais le management, pardon, je veux dire, a de l'importance. C'est comment vous allez amener vos consultants pour faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour réussir et s'intégrer à l'équipe. Ça dépend vraiment aussi comment c'est amené. Et là, ça amène un autre volet. Si vous l'amenez de manière négative, effectivement, ça va être difficile pour le consultant de faire sa place. Mais à l'inverse, si vous glorifiez le consultant, ça peut avoir un effet néfaste. Néfaste, c'est un grand mot là, mais vis-à-vis de vos propres équipes. Parce que eux, le point qu'ils amenaient, c'est que quand tu es consultant et que tu es embauché justement pour entreprendre des démarches de transition dans les façons de faire, donc que ce soit agile, lean, on est engagé pour faire ça. Donc, on a ultimement cette crédibilité, on est payé pour mettre en place des façons, des pratiques pour aider l'entreprise à être plus efficace. Mais ça se peut qu'à l'intérieur de cette entreprise, il y ait des employés, des permanents qui, eux, avaient essayé d'amener ces points-là et finalement se retrouvent un peu comme ça n'a jamais fonctionné par le passé. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive qui me vole, entre guillemets, mon idée, mon initiative. Et c'est il en tire tous les bénéfices quelque part, puis il est payé pour ça. Donc, ça peut amener une forme de dualité. Et c'est aussi quelque chose, je pense, qui serait important d'analyser quand vous êtes consultant et que vous arrivez, vous êtes embauché pour un rôle bien spécifique. Euh, de vous assurer que ce soit bien compris de tous, mais aussi d'analyser, d'essayer de comprendre le terrain et voir s'il y a des personnages comme ça sur place qui sont dans ses souliers, où ils ont essayé de faire passer des idées, ça n'a jamais fonctionné, puis là on embauche quelqu'un qui est payé pour ça. Donc, un petit peu à faire attention aussi, mais vraiment communiquer avec ces personnes-là, puis leur dire, ok, ça se peut que je rentre et puis que moi j'ai ce droit de passage quelque part. Donc, sois pas déçu ou quoi, mais essayez d'établir un dialogue parce que ce seront des alliés importants par la suite pour vous, pour accompagner l'ensemble des équipes. Ouais, c'est des bons points que tu amènes là en tant que tel. Ça arrive partout, ça, en tant que tel. Mais il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre des fois que le sujet a déjà été amené puis ça n'a jamais été changé. Là, sont déçus que soudainement, parce qu'un consultant arrive, ça se met à changer. Mais je l'ai vécu moi-même avant d'être Scrum Master, puis j'en amenais plein des idées en tant que soit analyste d'affaires ou soutien informatique ou peu importe. Puis c'est pas ça ton rôle. Fait que quand on parle de crédibilité, il y a ça aussi qui joue. Tu amènes un consultant qui est vraiment expert pour l'efficience d'une compagnie. C'est sûr qu'à la base, au prix qu'il paye, la compagnie, il devrait l'écouter, on s'entend. Tandis que toi qui étais interne permanent, c'était pas ton rôle d'être expert en efficience. Fait que même si tu as des super bonnes idées, ben, tu n'avais peut-être pas la crédibilité auprès de ta direction ou de tes patrons directs pour amener ces changements-là aussi. Fait que, tu sais, quand on parle de professionnalisme aussi, il ne faut pas mal Mhm. prendre, je pense, ces points-là, parce que c'est pas parce que quelque chose a été amené 22 fois puis que ça a été refusé 22 fois, que la 23e, ça va l'être nécessairement. Fait que, tu sais, je veux lancer un genre de message à tous ceux qui sont orientés à essayer de faire améliorer les choses dans leur compagnie, qu'ils soient en Ouais. mode agile ou pas. Ben, lâchez pas, parce qu'à un moment donné, vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider à l'amener en place, ce truc-là. Ouais, quelque part, c'est une forme de réussite. Ça veut dire que bah, on a fini par vous écouter et qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place pour aller dans le sens dans lequel vous voulez aller. Donc, j'aime beaucoup ton point, c'est-à-dire que euh, c'est si vous êtes dans cette situation-là, ok, respectez la décision de votre direction. Ça se peut parfois que effectivement, ils considèrent que vous n'êtes pas la meilleure personne avec le plus d'expertise pour pouvoir amener ces points-là, et c'est correct. Et à l'inverse, si vous êtes dans une situation de management et que vous avez eu des personnes
qui ont voulu entreprendre ce type de démarche-là, bah, comme je disais un petit peu tout à l'heure, essayez de vous en faire des alliés plutôt que de les froisser plus. Donc, le message à double sens, c'est si vous êtes celui qui voulait faire passer le message, essayez de pas trop prendre ça personnel, comme tu dis, parce que vous n'êtes pas nécessairement toujours dans les bons souliers pour pouvoir entreprendre ce changement par vous-même. Mais à l'inverse, quand on est gestionnaire, c'est intéressant, je pense aussi, d'être à l'écoute et de faire attention et de préserver ces personnes-là pour leur dire, OK, j'ai reçu ton message, puis regarde, oui, je vais faire appel à un consultant, mais je comprends ton intérêt dans la chose, puis on va essayer de voir comment toi, tu peux avoir un rôle dans tout ça aussi. Par contre, ça reste, il n'empêche, la personne qui est experte sur le sujet, qui va driver le show et qui restera entrepreneur là-dessus. Donc, c'est pour apaiser peut-être quelque part un petit peu les potentiels débuts de conflits qui pourraient naître. Et les conflits, justement, c'est notre point suivant. Euh, Après Oui, avoir parlé de crédibilité positive et de crédibilité négative, on peut parler aussi de conflits finalement que ça peut engendrer entre permanents et consultants. Donc je te laisse poursuivre sur les conflits et voir qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça. ah, les conflits. Je pense pas que ça a rapport entre permanent ou consultant. Tu sais, il y a des conflits entre êtres humains, il va toujours en avoir. Par contre, ça vient toucher un peu les points qu'on vient de discuter. Un consultant, dans certaines passes de son mandat, va avoir des portes ouvertes que d'autres gens permanents n'avaient pas. Et le contraire est aussi vrai pour un consultant qui n'a pas les portes ouvertes parce que la compagnie, pour une raison X, Y, Z, va plus donner sa confiance et va trouver plus crédible des gens qui travaillent pour eux. Donc, en tant que tel, c'est sûr que ça amène toutes sortes de conflits potentiels. Euh, les conflits, ça mène à rien en tant que tel. De la gestion de conflits, il n'y a pas personne qui va avancer en tant que compagnie si c'est que des conflits qui se passent au niveau des équipes ou au niveau du coaching d'une direction. C'est pas quelque chose qui fait avancer. Ce que ça peut faire, par contre, des conflits, c'est faire trouver des nouvelles idées. Parce que des conflits, c'est pas nécessairement je t'aime pas la face, tu t'habilles mal, tu pues. Il y a d'autres choses que ça. Là. Tu peux ne jamais être d'accord d'une façon d'approcher quelque chose, puis t'es pas tout seul à prendre ces décisions-là. Souvent, quand tu es consultant, il faut que tu Mhm. ailles comme le commun accord d'une gang de gens pour y arriver. Fait que c'est sûr que en tant que consultant, tu vas vouloir avoir des employés permanents qui sont ambassadeurs de tes idées de changement aussi. Parce que Mhm. là, avec ton expertise à toi, plus leur crédibilité à eux, vous formez quelque chose qui est vraiment intéressant pour amener du changement à quelque part. Mais le Mhm. conflit, pour moi, entre permanent et consultant, il n'est pas différent que le conflit entre juste des consultants ou entre juste des permanents. Je sais pas pour toi, là. Ouais, ben, en fait, je prendrai quelques exemples par le passé. Je vais revenir juste après sur ces exemples-là, parce que je pense que c'est toujours intéressant d'enrichir des points avec du vécu. Mais je voulais sortir un petit peu nécessairement, parce que quand on est Scrum Master, c'est sûr que ce qu'on vient faire par défaut, c'est amener du changement. Puis le changement, comme tu le disais un petit peu, ça va véhiculer indirectement des conflits parce que c'est inconfortable. On n'aime pas ça, le changement. Donc c'est sûr que le rôle de Scrum Master, peu importe en fait ton étiquette, que tu sois permanent ou consultant, tu sais, ça implique que tu viens apporter quelque chose de nouveau, puis le nouveau, c'est pas toujours facile à digérer. Donc ça, c'est une situation un petit peu spécifique quand on est Scrum Master. Cependant, je voulais aussi amener la discussion sur d'autres rôles parce que on n'est pas juste Scrum Master consultant. Il y a aussi d'autres rôles qui peuvent amener, comme tu disais tout à l'heure, analyse d'affaires, donc des rôles qui pourraient se rapprocher du Product Owner. Donc là, quand on est Product Owner, veut pas, ben, faut que tu t'adaptes à la culture de ton client aussi, dépendamment bah, ton client, donc quand tu es consultant, forcément, c'est l'entreprise, mais tu as ton client final aussi, donc s'adapter à sa culture. Puis c'est vrai, peu importe que tu sois consultant ou pas, hein, tu peux pas juste mettre les pieds dans le plat, puis tu as une relation à établir en fait avec ton client, peu importe ton étiquette. Mais là, c'est comme tu as deux clients finalement. Ton client, c'est l'entreprise pour laquelle tu vas travailler, puis le client final. Donc, tu as quand même aussi,
tu dois instaurer des relations pareilles avec ce client final. Puis c'est vrai aussi quand tu es développeur. Quand tu es développeur, et encore une fois, c'est vrai quand tu n'es pas nécessairement consultant aussi, mais faut pas prendre pour acquis que oui, tu viens avec une expertise, puis tu es embauché pour une expertise, définitivement. Mais si tu travailles sur un produit qui est déjà existant, comme moi je l'ai souvent vécu, c'est plus rare que j'ai pas vraiment côtoyé de produit, enfin une fois, mais un produit qui est parti de zéro et créé par l'équipe. Je veux dire, quand tu arrives sur un produit déjà existant et que tu es développeur et que tu as une certaine forme d'expertise, tu peux venir avec toute la meilleure volonté du monde, mais il n'empêche qu'il y a déjà des règles qui sont en place et des façons de coder qui sont déjà en place, qui peuvent être irritantes parfois pour toi, et ça amène justement à vouloir ramener tes points. Cependant, tu dois respecter la culture qui est déjà en place, puis la transition, le changement, comme quand tu es Scrum Master, c'est irritant, ça prend du temps. Donc tout ça peut amener à des conflits. Et là, ça me ramène, donc je parle un petit peu, mais ça me ramène à mes exemples où je voulais m'en aller. Justement, le premier exemple, je vais le prendre, un qui est un peu plus récent, c'est au niveau des développeurs, justement, euh, où on est arrivé avec une équipe de consultants au complet, donc pas juste un consultant qui débarque dans une équipe, mais là c'est une équipe de consultants qui débarquent sur un produit où il y a déjà des permanents, donc des employés qui travaillent dessus, qui travaillaient avant et qui vont travailler après votre départ. C'est ça aussi qu'il faut considérer, hein. Quand tu travailles, il faut rendre une copie à la fin qui puisse être réutilisée par les personnes et que le produit demeure viable. Mais on était tombé justement dans une forme de friction où les façons de faire que nous, consultants, on voulait amener n'était pas en adéquation nécessairement avec là où les permanences souhaitaient amener le produit, si tu veux. Donc, on parle ici de techniques de développement, de technologie, de façon de penser, de vision, tout simplement. Et quand tu es consultant, ben, tu dois t'adapter à la vision qui est déjà en place et essayer d'amener ta plus-value et ton expertise, c'est sûr, mais tu peux pas débarquer encore une fois chez quelqu'un avec tes souliers tout sales puis aller marcher partout. Donc, ça prend du temps. Puis, quand tu es consultant, le temps, c'est une denrée rare. Il faut bien l'exploiter parce qu'il y a une date de péremption à ton contrat. Oui, absolument. Puis moi, c'est ce que je vis comme situation en tant que consultant. C'est un peu comme ce que tu viens d'expliquer, où ce que c'est une équipe de consultants, à la distinction où ce que c'est pas des consultants qui viennent nécessairement de la même boîte. Il y en a qui sont des freelance aussi. Il y a des développeurs qui sont à leur compte. Puis le seul membre de l'équipe Scrum qui est permanent, c'est le PO. Puis c'est une façon assez cool de voir ça parce que tu sais, le product owner, son rôle, c'est vraiment de master value. Tu sais, c'est lui qui doit amener le plus de valeur. Puis il s'arrange avec son équipe de consultants, qui sont des développeurs, des Scrum Masters, des testeurs qui sont dans l'équipe de développement aussi. Mhm. Ils s'assurent eux autres mêmes de faire voir la vision puis vers où on veut aller. Fait que j'ai trouvé cette formule-là vraiment intéressante parce que c'est avantageux pour les compagnies d'y aller avec des consultants pour développer. Mais en même temps, il y a toujours un risque que ces consultants-là décident d'aller faire autre chose à un moment donné. Puis C'est quand tu ça. as des consultants qui possèdent la connaissance technique de produits, ben c'est encore plus important d'avoir dans ta definition of done de la documentation claire sur les choses. Pourquoi tu as pris ces décisions-là? Parce qu'après ça, quelqu'un s'en va, puis c'est quoi qui arrive? Ah non, c'est lui qui s'occupait de ça. On ne sait plus comment faire. Fait qu'il n'y a Exact. jamais une situation qui est parfaite, là. Que ce soit tous des permanents dans l'équipe. La documentation, on s'entend que c'est pas qu'est-ce que les développeurs aiment le plus faire dans la vie. Mhm. Euh, on va se le dire. Puis moi, j'ai beaucoup de coaching par rapport à, y a-tu quelqu'un qui prend ça en note là, quand on est dans des rencontres? T'sais? Puis c'est super intéressant ce que vous dites, mais mettons, dans 2 jours, là, on se reparle de ça. L'intégralité de ce que vous avez dit, tout le monde s'en souvient par cœur, on n'a pas besoin de prendre de notes. Puis là, souvent, c'est non, non, attends un petit peu, là, je vais aller noter ça. Tu sais, fait que moi, je pense que toutes les situations existent. On le voit avec nos collègues, on le voit avec qu'est-ce qu'on peut lire comme billets de blog un peu partout sur Internet. Mhm. Maintenant, avec le manque de main-d'œuvre qu'il y a partout, c'est de plus en plus commun de voir des consultants. Puis je pense comme espèce de conclusion de ce sujet-là dans cet épisode de podcast, je pense que tout est une question de crédibilité.
puis des raisons pourquoi ça vous affecte quand on vous dit non. Puis que ce soit en tant Ouais. que permanent ou consultant, il faut pas le prendre personnel. En même temps, l'exemple que je donnais tantôt de moi qui n'était pas encore un Scrum Master, puis qui avait plein d'idées pour améliorer les choses, puis qu'il n'y en a pas beaucoup qui se faisaient mettre en place, ben quand je me suis tanné, j'ai été changé de rôle, puis je me suis dit, je vais en prendre un rôle de leader qui peut faire changer les choses. T'sais. Fait que Mhm. si vous êtes tanné en tant que développeur ou en tant que QA ou en tant que peu importe c'est quoi votre rôle, qui n'est pas nécessairement attaché à une étiquette d'efficacité d'équipe, mais si ça vous intéresse de devenir ça, faites les lectures puis les certifications requises pour le faire, puis essayez-le. Moi, je vous encourage fortement parce qu'on évolue comme personne, puis moi, j'ai beau avoir 20 ans d'expérience en soutien informatique, qui a un bagage super intéressant pour avoir dans des équipes présentement en tant que Scrum Master. Ben, quand je me suis tanné de juste faire du soutien puis que je n'étais pas crédible à sortir des idées, ben, j'ai été faire Scrum Master. Puis là, maintenant, on m'écoute. Il y a des points que je veux resurligner sur ce que tu as dit parce que j'aimais beaucoup ça. Mais c'est quelque chose qui est pas explicitement communiqué. Mais effectivement, quand tu es consultant, ben, tu as un rôle de documenter ce que tu fais pour justement faire perdurer ton travail après ton départ. Et j'aime beaucoup ton aspect là parce que effectivement, quand tu es là pour mettre en place des idées et les véhiculer, euh, par exemple, nous, quand on avait vécu une transition agile, de zéro, qui était amené par une compagnie de consultants. Euh, Ils ont produit des documents, donc des formations, et ces personnes-là, ben, encore une fois, elles ont une durée de contrat limitée et elles s'en vont au bout d'un moment. Puis, il faut que tu deviennes, toi, par la suite, ambassadeur de ce qui a été mis en place et le faire vivre et l'améliorer naturellement. Mais tu deviens ambassadeur de ce qui a été prôné et ce qui a été mis en place à ce moment-là. Et tu as besoin de la documentation pour ça. Faut que ce soit documenté, faut Ah que ce soit oui, écrit, donc tu as un rôle à jouer là-dedans. absolument. Et puis la documentation, c'est bon pour tout le monde. Il y a trop peu de choses qui sont documentées. Puis savoir documenter, c'est un art comme savoir coder, là, tu sais. Juste prendre 3, 4 notes sur une discussion de 30 minutes. Mhm. Tu sais, moi, j'ai été développeur un peu au début de ma carrière. Puis j'ai tellement vu de code que les seuls commentaires qu'il y avait dedans, c'est 4, 5 mots. Mais c'est comme, non, raconte-moi une histoire. Tu sais, moi, c'est comme ça que je faisais mes commentaires dans du code. Le prochain bout, il parle de telle affaire, puis on l'a fait comme ça parce qu'on l'a essayé de d'autres façons, puis ça fonctionnait moyen. Comme ça, si quelqu'un arrive dans ton code 3 ans plus tard, puis qu'il a l'idée de faire qu'est-ce que tu pensais faire au début, ben, il va se re-questionner avant de le faire parce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait au début, puis ça fonctionnait moins bien comme ça. Mais c'est vrai pour tout, ça. C'est vrai pour Mhm. n'importe quoi. C'est vrai. Puis, mais quand tu es consultant, justement, vu que tu as, le fait que tu pourras pas rester éternellement dans l'entreprise, c'est souvent la différence là, bah, faut quand même documenter tes travaux. Donc, quand tu veux former quelqu'un, bah, tu fais juste pas dire des belles choses, faut que tu puisses le documenter pour. Tu sais, hein, je voulais libre à vous de voir l'exhaustivité de la documentation que vous voulez produire, mais juste pour que ce savoir se perde pas et que bah, l'entreprise qui paye pour vous avoir puisse bénéficier quand même de ce savoir après aussi quelque part. Donc ça, Oui, c'est important. le fameux équilibre, là, tu sais, parce qu'on non plus, c'est pas de faire un livre qui s'appelle Les Mémoires d'un Scrum Master. Là. Tu sais, mardi après-midi, c'était un jour de juillet très chaud. Tu sais, bon, il y a un équilibre dans tout, mais des fois, les raisons en arrière de quelques décisions que ce soit, c'est très utile pour d'autres après qui vont avoir un rôle similaire à ce que vous Mhm. faisiez, pour donner un contexte. Tu sais, parce que des notes prises comme ça, sans contexte, c'est assez difficile. On en voit tous là, dans les sites Confluence ou SharePoint des endroits où on travaille. Ah ouais, il y a quelqu'un qui avait fait ça il y a 4 ans, puis là, tu vas lire la page, tu fais comme, bon, ben, je comprends toujours pas plus. Fait que ça, c'était très utile. Tu sais, mais c'est ça, il n'y a pas de contexte avec les notes. Fait que là, on s'épivarde un peu du sujet Ouais. de consultant, mais c'était un point qu'on voulait amener, que c'est quand même important de documenter vos trucs pour que quand vous allez partir, vous partez pas comme la patate chaude de l'équipe, là, tu sais. Et ça, en fait, ça va faire une mini transition sur le point qu'on a juste après, que je trouve intéressant, mais on parle plus d'attitude en fait à avoir. Je vais sortir un gros mot là, mais
souvent souvent, quand tu es consultant, tu pourrais être perçu comme un mercenaire, si tu veux, dans le sens que tu pas là pour rester et hem et justement quand tu es dans cette position-là, on peut voir un peu 2 formes d'attitude. Donc le consultant qui est extrêmement impliqué, super bosseur, qui veut vraiment, amener l'entreprise, plus loin, qui est vraiment dédié. Donc même sans être employé à temps plein de l'entreprise, il est super dédié, il est plein de bonne volonté et il veut amener l'entreprise plus loin parce que c'est quelqu'un de passionné. Et à l'inverse, tu pourrais avoir la personne qui a l'attitude comme désintéressée. Non, moi de toute façon, je suis destiné à partir et je m'en fous un peu, ça marche pas. En tout cas, ça, c'est une notion de professionnalisme qu'on veut avoir ou pas, mais moi, c'est sûr que sans tomber dans la folie des heures supplémentaires non plus, clairement, il faut prôner plus pour la première attitude que la deuxième. Et ça nous ramène justement cet aspect-là à notre point supplémentaire, qui était donc l'importance d'avoir une bonne relation avec le contact client. Ouais, on pourra en parler, je pense, dans une deuxième partie de l'épisode, parce que là, bon, ça fait déjà 30 quelques minutes qu'on est là. Puis on veut pas faire des épisodes non plus de 4h10. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Fabien, mais je pense que dans la deuxième partie, on pourrait parler de l'importance d'avoir une bonne relation avec le client. Puis je te laisse Ouais. annoncer les autres sujets, la question de mettre l'eau à la bouche aux auditeurs. Bah, tout à fait. En fait, on va parler aussi des opportunités que ça peut engendrer d'être consultant, donc des opportunités de vente, ce que ça peut amener pour vous, puis pour l'entreprise. On pourra parler aussi de qu'est-ce qui fait qu'un consultant peut être un bon collaborateur. Et on va parler aussi d'accords d'accompagnement, tout simplement. Donc, des sujets qui continuent à être intéressants parce qu'on les vit, tout simplement. Mon Dieu, que de sujets intéressants. Ça va être vraiment cool comme deuxième partie. En attendant, moi, je pense qu'on met fin à cette première partie de l'épisode 5 en remerciant évidemment tout le monde qui s'est rendu jusqu'à la fin comme ça, ou même ceux qui ont écouté 43 secondes puis qui n'entendront pas que je les remercie. Euh, Puis merci à toi, Fabien. C'est toujours un plaisir de faire ça avec toi. Puis je te dis à la deuxième partie. Mais oui, plaisir partagé. Puis merci à tous et bonne écoute. Baka!